Alors là, je crois qu'on est déjà en direct sur Facebook, C'est là. tout bon. Ouais, on y va. Ah, alors, c'est parfait. C'est parfait. Bonjour, commandant. C'est vrai que j'ai un petit peu un air de capitaine d'avion, là, de commandant de bord. Donc, je vais pas vous dire Exactement. combien il fait dehors et à quelle heure on va atterrir, mais je pourrais. Très beau casque. Bonjour, Olivier Norek. Bonjour Julie Malor. Merci de nous rejoindre. C'est un jour assez exceptionnel pour vous et pour vos lecteurs. Parce qu'à la fois, c'est un nouveau roman. Je veux dire, on l'a attendu longtemps, mais celui-ci en particulier, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait là. Vous avez le même bravo. Olivier Norek, vous revenez avec Dans les brumes de Caplan. C'est un quatrième volume de ce qui était au départ une trilogie qui Ouais. se situait dans le 93 et qui a permis de vous découvrir, notamment aussi au point de vous remettre le prix du polar européen en 2016 pour la fin de la trilogie. On découvrait déjà un peu tard, mais j'allais dire vieux motard que jamais. Vous savez, pardon, je fourche. Voilà. Donc c'était pour Surtension. Et des années se sont écoulées. Alors là, le retour du capitaine Coste ne se fait pas du tout dans le 93, mais ça reste quand même un film du 93, comme vous. Alors racontons rapidement, on est à l'autre bout du monde, on est à Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, pour ceux qui arrivent vaguement à se rappeler les drogues, l'école, etc., les cours de géographie. C'est super loin, on arrive uniquement en bateau ou par avion. Voilà. Donc on est coincé avec vous sur une île. Racontez-nous pourquoi est-ce qu'on est parti si loin. On est parti si loin. Alors déjà, le retour du capitaine Coste, c'est vraiment pas quelque chose qui était prévu, hein. C'est pas pour rien que j'ai attendu 6 ans. J'ai vraiment pas voulu chercher une enquête qui lui conviendrait parce que j'aurais eu l'impression de tirer sur une ficelle commerciale de quelque chose qui a fonctionné. Et je me suis dit que si ce personnage devait revenir, c'est parce que aucun autre que lui n'aurait pu faire cette enquête. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir à ce roman qui allait se passer sur une île à Saint-Pierre, donc c'est niché entre le Groenland et Terre-Neuve, comme ça vous évite de sortir un atlas. Quand j'ai eu donc cette île, quand j'ai eu ce phénomène climatologique dont on reparlera, qui sont les brumes de Kaplan, qui sont les brumes les plus denses du monde, quand j'ai eu aussi vent de ce nouveau service de police qui s'ouvrait, le service de protection des repentis et des témoins, j'ai commencé à imaginer un polar. Et puis à un moment donné, alors très métaphoriquement, hein, je ne fais pas partie de ces auteurs qui disent j'ai créé un personnage, il ne m'appartient plus, c'est lui qui décide pour lui-même. Non, non, pas du tout, c'est encore moi qui décide pour mes personnages. Mais métaphoriquement, il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit je sais que tu n'as pas trop envie que je revienne, mais cette enquête, elle pourrait bien être pour moi. Et j'ai eu l'impression d'avoir fait faire à Coste tout ce qu'il avait à faire dans le 93, de lui avoir fait dire tout ce qu'il avait à dire. Et il n'y avait qu'une seule solution pour le faire revenir, c'était de changer tout autour de lui, à part lui. Donc, c'est dans un endroit qu'on ne connaît pas, Saint-Pierre, de l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un archipel, en fait, hein. Moi, je vais rester essentiellement à Saint-Pierre, un phénomène climatologique, les brumes de Kaplan que vous ne connaissez pas, et un service de police que vous ne connaissez pas non plus. Donc voilà, est-ce qu'on va oser l'aventure? Est-ce que oser l'inconnu, c'est pas déjà le début de l'aventure? Et ben, c'est exactement ce que je vous propose. Je vous propose de découvrir ce qui se passe sous les brumes opaques de Saint-Pierre. Alors ça commence par une histoire terrible. Ce sont des jeunes filles qui disparaissent, enfin, des adolescentes. Pas seulement une, voilà, elle disparaît, ça se passe sur plusieurs années, puis il y en a une finalement qui réapparaît, qui va être un petit peu notre fil conducteur, ce qui va nous conduire si loin. Elle s'appelle Anabaï et elle va se retrouver donc sous la protection de Coste. Oui, elle va se retrouver sous la protection de Coste et ça lui pose un gros problème parce que dans la première trilogie, et vous inquiétez pas, je divulgage rien, hein, mais dans la première trilogie, Coste va perdre un membre de son équipe et c'est quelque chose de très très violent pour lui. Déjà qu'il ne supportait pas dans une relation amoureuse d'être responsable du bonheur de l'autre, responsable de la sécurité de son équipe, ça c'est quelque chose qu'il connaissait, c'était une grammaire qu'il avait l'habitude d'utiliser, mais à un moment donné, effectivement, sous sa protection, sous son commandement, il va perdre un membre de son équipe et ça va le briser, ça va totalement le détruire. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre de démission à la fin de Surtension. Et cette lettre, évidemment, le commissaire la prend et la met dans son tiroir en disant un type comme Coste, ça ne démissionne pas. Résultat, il fallait que je lui trouve un. Enfin, résultat, quand j'ai découvert ce nouveau service, le service de protection des repentis et des témoins, qui est donc
Alors, je vous raconte ça très rapidement, hein. C'est un service qui est très actif depuis 2017, mais qui a été créé un peu avant, mais sans moyens et sans matériel. Donc là, maintenant, ça y est, il est actif. C'est le même programme que ont les Italiens ou les Américains. C'est la protection du repenti. En fait, on a assez rapidement découvert que pour infiltrer un réseau criminel, une organisation criminelle, notre seule technique, c'était donc d'y mettre un agent. Donc un agent infiltré, un policier. Une infiltration correcte, ça peut prendre 1 an, 3 ans, 10 ans. Le but est d'avoir la confiance de cette organisation criminelle. Donc, ça nécessite beaucoup de temps et il y a aussi le risque de se faire démasquer et donc de retrouver notre agent infiltré avec une balle dans la tête quelque part dans la forêt de Fontainebleau. Donc, on a découvert que le ratio réussite et implication était pas vraiment au rendez-vous. Et donc, on a décidé de faire comme les Italiens et les Américains. On a décidé de prendre des inside man, en fait, des gens qui étaient de l'intérieur de cette organisation criminelle. Et donc, il y a plusieurs choix pour être repenti. Soit on s'est fait attraper par la police et il est temps de retourner sa veste et d'aider les policiers pour avoir une peine de prison un peu moins grande. Soit on a arnaqué son patron et là, on va pas terminer en prison, mais on va plutôt terminer dans la cale d'un bateau, dans le coffre d'une voiture ou alors justement dans cette même forêt de Fontainebleau. Je ne sais pas ce que j'ai avec Fontainebleau aujourd'hui, désolé. Donc, on a utilisé des repentis. Et pour Coste, être peseur d'âme, c'est-à-dire celui qui va entendre les repentis et savoir si ce qu'ils ont à dire sur l'organisation criminelle va nous permettre de la descendre, c'est un métier parfait parce qu'en fait, il va travailler avec des salauds. Alors, j'appelle ça des salauds, j'appelle ça, enfin, c'est quand même des ex-criminels qui ont retourné leur veste, pas pour le plaisir de re-rentrer dans le droit chemin, hein. Généralement, les repentis, c'est qu'à un moment donné, il a fait un petit peu chaud pour leur matricule et qu'il est temps de passer de l'autre côté de la barrière. Donc, en fait, il est responsable de la sécurité de criminels qui n'ont pas vraiment grand-chose d'anciens criminels. C'est juste, ils ont arrêté leurs actions criminelles uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas les continuer. Donc, ça lui convient très bien de travailler avec des salauds. Et pour ce faire, pour les protéger, il a besoin d'une résidence surveillée. Alors, on va dire qu'il y en a une dizaine dans le monde. Le chiffre n'est pas du tout bon parce que je ne peux pas vous donner ces chiffres-là parce qu'ils sont classés secret défense. Mais imaginons qu'il y en a une dizaine dans le monde, à la fois en France, mais aussi en Europe et sur d'autres continents. Ce sont des résidences surveillées, entièrement en vitre par balles, protégées par des caméras, des alarmes. Et c'est dans ces résidences surveillées que les peseurs d'âme vont entendre les repentis et découvrir si ce qu'ils ont à nous dire va nous permettre de descendre l'organisation criminelle. Et dans ce cas-là, eh bien, on fait tourner le globe et on fait tourner l'imprimerie d'État. Le globe, c'est pour trouver une nouvelle adresse à ces repentis. Et l'imprimerie d'État, c'est pour leur faire de nouvelles pièces d'identité pour qu'ils aient une nouvelle identité. Donc, mon policier, ça lui va très bien. Il est à Saint-Pierre, il ne revoit pas son ancienne équipe, les gens qu'il a croisés, et aussi, on ne lui rappelle pas le drame qui a fait qu'il s'est exilé là-bas. Et il s'occupe de Salo, jusqu'au jour où il va réaliser que dans le terme service de protection des repentis et des témoins, il y a aussi le mot témoin. Et on va lui envoyer une jeune femme, Anna Bailly, qui est la seule survivante d'une sorte de monstre à la Fourniret, quelqu'un qui enlève des jeunes filles. Elle est la seule à avoir survécu et elle est donc la seule à avoir des informations sur ce monstre qui court toujours. Donc il faut à la fois faire des entretiens aussi pour avoir ces informations, peut-être pour pouvoir avoir un indice pour arrêter le monstre, mais aussi parce que le monstre est toujours dans la nature et qu'elle est en danger. Et donc on l'envoie à Saint-Pierre, dans la résidence surveillée de Coste, qui est furieux parce qu'il avait passé un deal avec ce service, c'est je ne veux plus être responsable de la sécurité de victimes, de témoins, en fin de compte de personnes importantes, de personnes qui comptent. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'on lui envoie Anna, quelques jours avant, on lui envoie le dossier, on lui envoie les photos, on lui envoie un résumé de tout ce qui lui est arrivé. Et même sans le savoir, même en le refusant, Coste est déjà en train de la protéger. Et évidemment, c'est un humaniste, c'est un idéaliste, c'est quelqu'un qui fait la chose juste. Et il va aller jusqu'au bout pour mettre la main sur ce monstre et puis pour réussir à l'interpeller en pensant qu'il est toujours très loin, très loin, très loin, alors qu'il ne fait que se rapprocher. Et au moment donné où il s'approche, eh bien, les brumes de Kaplan tombent sur l'île. C'est le moment où je vais parler des brumes de Kaplan. Ce sont donc les brumes, c'est la rencontre du Gulf Stream et du courant du Labrador. C'est deux courants avec une température différente et ça va créer les brumes les plus opaques du monde, à tel point que quand vous tendez votre bras, vous ne voyez pas votre main, elle disparaît. Et alors que Coste pense qu'il n'a juste qu'à faire ses entretiens avec Anna pour trouver l'identité du tueur, il va comprendre que peut-être le tueur est très très proche et qu'il se cache sous les brumes de Kaplan. Et comme on n'y voit rien, ça va être une enquête à l'aveugle. Ça va être, alors c'est très intéressant de trouver les mots littérairement pour décrire ce qu'on ne voit pas, mais c'est donc une enquête à l'aveugle et Coste en serait presque à ouvrir toutes les portes de sa résidence surveillée, de poser son fusil à pompe sur les genoux et d'attendre. La seule chose qu'il attend, c'est enfin l'affrontement avec ce monstre.
Ouais, alors on est plutôt, on est dans la traque et on est dans le thriller finalement, parce que si on voit pas grand-chose, tout se passe justement avec. Mais ce qui est intéressant, c'est que on ne voit pas grand-chose dans ce roman parce qu'il y a des brumes, mais on ne voit jamais rien dans les romans. Dans les romans, il n'y a pas d'image. Dans les romans, c'est au lecteur de se faire ses propres images. Donc, même quand on ne voit rien, même si dans les brumes de Kaplan, on voit juste à 1 mètre devant soi, eh bien, il faut imaginer ce qu'on voit aussi. Et donc, à l'inverse de ce que j'aurais pu penser en me disant, ça va restreindre énormément mon vocabulaire, ça va restreindre aussi ma manière de pouvoir décrire les choses. Eh bien, c'est un peu comme un enfant turbulent. Si vous lui dites pas quel est l'endroit dans lequel il peut être libre, il va faire n'importe quoi partout tant qu'on lui a pas donné, en fait, un cadre. Eh bien, ces brumes, ça m'a donné un cadre qui m'ont permis justement de travailler énormément l'aspect littéraire du roman. On n'est plus dans de la violence et des poursuites en voiture et des explosions et des je te tire dessus dans tous les sens. Non, il faut réussir à créer un page turner à l'intérieur d'un thriller psychologique. C'est réussir à transformer l'action qu'il y a pu avoir dans la première trilogie en action psychologique. Et des premiers retours que j'ai, en fin de compte, je suis obligé de dire au lecteur ou aux lectrices, mais vous avez remarqué qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose au niveau d'action. Et alors, la personne avec qui je parle fait 3 pas en arrière et réalise que, ben non, en fait, il se passe quasiment rien. Et pourtant, on a ce sentiment d'étouffement, on a ce sentiment de mystère, on a ce sentiment de. Je parle très, 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 très prétentieux là. On a ce sentiment de mystère, d'étouffement, on a ce sentiment d'action, on a ce sentiment de page turner, alors qu'en fin de compte, tout est psychologique et tout est un traitement justement de cet affrontement. Mais rassurez-vous, il y a quand même quelques belles scènes d'action qui vont normalement vous plaire, je l'espère. Ouais, ouais, il y a quand même un suspense infernal à la fin. Merci beaucoup. Ouais. Je note un suspense infernal, je note. Ouais. Alors, peseur d'âme, moi, ça m'a intriguée. C'est une formule que vous avez inventée pour décrire le job, ou est-ce Oui, qu'on. Ouais, c'est oui, inventé. c'est une formule que j'ai inventée. L'administration est rarement aussi poétique Ouais, je que trouve ça ça, ouais. magnifique. Voilà. Alors, racontez-nous, comment vous êtes tombé d'abord sur ce service secret qui existe depuis pas longtemps. Et comment vous l'avez découvert? Bah, moi, je suis toujours policier, encore pendant 2 mois. Le mois de juin, j'ai déjà envoyé ma lettre de démission. Le mois de juin, je serai simple citoyen. Mais le fait est que quand je parle de la police, je dis encore on. Donc, je pense que c'est dans mon ADN. Je pense que pour moi, ce sera assez difficile, en fait, un jour de me considérer comme non policier. Je pense que je serai policier tout le temps. Et de par le fait, bah, je continue à voir mes ex-collègues. Je continue à voir les commissariats, je continue à voir les polices judiciaires, mais aussi tous les services, tous les offices centraux. Donc, je suis toujours en lien avec eux, je les vois tout le temps et je me mets au diapason de ce qu'est la nouvelle criminalité, les nouvelles criminalités. Je me mets au diapason aussi de ce que sont les nouveaux services de police. Et c'est pour ça qu'il est quand même assez rare qu'il y ait une nouveauté dans le monde de la police, de la justice ou même de la gendarmerie dont je ne sois pas au courant. Je suis très, très, j'ai mes radars et mes oreilles tout le temps ouvertes parce que je tiens toujours à présenter au lecteur quelque chose que peut-être il n'a pas encore vu. On parle souvent hein, de la conception du polar. Hein. Il y a un flic, un assassin, et à la fin, le flic arrête l'assassin. Au bout d'un moment, les lecteurs et les lectrices vont quand même voir qu'on leur raconte toujours la même histoire. Donc, il est hyper important de changer d'arène. Bah, là, pour le coup, c'est une île que quand même 95% des Français ne savent pas placer sur un atlas. C'est présenter un nouveau service de police, donc le service de protection des repentis et des témoins. C'est de présenter aussi des obstacles, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que les obstacles. Ça nous force, nous, auteurs, à être plus intelligents, plus malins. Et donc, l'obstacle que j'ai, c'est un obstacle énorme. Ce sont donc les brumes de Kaplan. Comment écrire ce qu'on ne voit pas et comment réussir à faire des scènes d'action alors qu'on n'y voit pas à 80 centimètres. Donc, tout ça fait que, à force d'infuser dans ce roman de nouvelles choses, de nouveaux services, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux obstacles,
obstacle, et ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui n'a pas encore été trop lu. Et c'est assez amusant de voir que les auteurs de polar sont un peu au même diapason, parce que si vous demandez à Nicolas Lebel, il vous racontera son nouveau roman qui se passe sur une île, et si vous demandez à Nico Takian, il vous parlera de son nouveau roman qui se passe sur une île. Donc voilà, on a beau essayer d'être tout le temps dans la nouveauté, il y a des mélodies comme ça dans l'univers qui font que en fait on les entend tous, et visiblement c'est l'année des archipels. Donc voilà. Et ce service, alors, que vous avez découvert comme ça, en étant infiltré, on peut le dire, toujours, comment est-ce que vous avez fait pour vous renseigner? Parce qu'un service secret dont on sait tout, il est plus très secret. Et justement, c'est tout le travail. C'est le travail de réussir à parler d'un service tout en ne grévant pas ses missions, tout en ne le mettant pas en danger, tout en freinant pas l'action des policiers. C'est quelque chose que j'avais déjà fait quand j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Entre deux mondes. C'est une enquête dans la jungle de Calais. Et là, j'ai eu la chance d'approcher la DGSI et la DGSE, donc nos services secrets, pour qu'ils me racontent un peu comment on fait un assassinat ciblé. Vous savez, ces assassinats ciblés, c'est ceux dont le président Hollande a avoué avoir eu recours 8 fois d'affilée pendant son mandat. Et donc, ce sont des informations qui sont totalement secrètes. Mais les policiers avec qui je parle, j'ai la chance qu'ils soient, pour certains aussi, les lecteurs de mes romans. Et ils savent que je considère mes consultants, que je considère les policiers qui travaillent avec moi et qui m'aident exactement comme des indiques, c'est-à-dire que je les protège. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part du principe qu'ils me racontent exactement comment leur service fonctionne. Et moi, je vais chercher à raconter le vraisemblable. C'est-à-dire que tout ce que vous allez lire, c'est l'exacte vérité, presque. Et à nous de démêler le vrai du faux, c'est terrible. Alors, euh, alors finalement, vous êtes toujours ce flic. Moi, je me rappelle quand vous avez remporté le prix du Polar, où vous parliez de votre idéal, de la police et de gardien de la paix, véritablement de la sémantique. Et j'ai Bien sûr. l'impression que Coste, quand on le retrouve, c'est un peu vous, c'est cet idéal-là que vous avez incarné. Quand on a une mission qui est celle du gardien de la paix, qui pour moi est le maillon le plus important de toute l'institution police. Moi j'étais gardien de la paix, puis après j'étais lieutenant, puis maintenant je suis capitaine. Mais quand j'étais gardien de la paix, j'avais une haute notion de la sémantique de cette mission, gardien de la paix. Et si avec ça, on n'a pas aussi un idéal, si ce métier n'est pas une passion, si ce métier n'est pas une vocation, si ce métier c'est juste un job ou une manière de gagner 2 000 € par mois, il sera mal fait, c'est une obligation. On ne se met pas en danger pour un si maigre salaire. On ne maltraite pas autant sa santé à travailler 12 à 14 heures par jour pour un si maigre salaire. Et on ne fait pas ce job si peu reconnu, si souvent peu reconnu pour ce maigre salaire. On le fait parce qu'on a la notion d'un sacerdoce, d'un ministère, d'une mission, de quelque chose de particulièrement utile, la sécurité de l'autre, le bien-être de l'autre. C'est fou d'avoir ça sur les épaules. Alors, je pense que être flic et être idéaliste, être flic et humaniste, être flic et avoir conscience de l'importance capitale de ce métier, ça va de pair. On peut pas être un flic, on peut pas être un flic à côté. On peut pas être une moitié de flic. À tel point que quand j'ai écrit mon premier roman, Code 93, je l'ai écrit la nuit de 10 h à 3 h du matin pendant 9 mois. Et quand mon éditeur, les éditions Michel Lafon, m'ont demandé d'écrire le deuxième, je leur ai dit, écoutez, il y a un moment donné, il y a quelque chose que je vais faire de mal. Si je rate un bouquin, c'est juste mon problème et très honnêtement, je survivrai. Mais si je rate une enquête parce que mon esprit est ailleurs, eh bien, derrière chaque enquête, il y a plus qu'un criminel, plus qu'un délinquant, il y a une victime. C'est le plus important pour moi. Et cette victime, je lui dois d'être là pour elle H24 et que la moindre parcelle de ma matière grise et de mes neurones doit être dirigée vers elle pour la résolution de cette enquête. Si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, eh bien, il faut changer de métier, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose, il faut faire un métier qu'on peut faire à mi-temps, à tiers-temps, à quart-temps. Mais flic, c'est H24, on est même flic quand on rentre à la maison. Et c'est pour ça que mon flic a bien inventé cette phrase que j'ai inventée pour moi quand j'ai commencé à travailler. C'est pas tes proches, c'est pas ta peine.
tu fais attention à toi parce que tu es l'outil de la recherche de la vérité et donc tu es un outil important et il faut bien te traiter. Donc voilà, on peut pas faire deux choses en même temps. En tout cas, bah, si. Alors le cerveau masculin peut pas faire deux choses en même temps, mais encore pire, je pense pas qu'on puisse être flic et autre chose. Ouais. Alors, vous êtes mis en disponibilité. Et puis, donc là, c'est la fin ou bientôt. Vous m'aviez dit il y a 6 ans, vous aviez fait le tour, etc., que finalement, vous n'aviez plus forcément envie de renouer. Enfin, vous aviez brossé énormément de choses, énormément d'enquêtes. Et en même temps, vous parliez d'une nostalgie, de l'adrénaline, de ce que ça vous apportait. Et là, bah, ça va être la rupture totale. Vous savez, vous ne pourrez plus reprendre un shot d'adrénaline. Comment Alors vous vous déjà, sentez? c'est la rupture déjà depuis 9 ans et 10 mois. C'est-à-dire que j'ai plus l'adrénaline du terrain, effectivement. Ouais, Donc, mais là, euh, vous ne donc pourrez plus l'avoir. c'est ça, c'est ça. En fait, j'avais un parachute jusque-là qui faisait que si à un moment donné, j'avais envie de redevenir capitaine de police dans mon service, un APJ du 93, et de revenir aux missions que je traitais, c'est-à-dire les enlèvements avec demande de rançon, les braquages avec coffre, les tentatives d'homicide et les agressions sexuelles, eh ben, je savais que je pouvais revenir à n'importe quel moment. Donc, je pouvais déposer ma plume et reprendre mon flingue. Et maintenant, j'ai plus ce parachute, j'ai plus cette sécurité. Donc, c'est vrai que ça me met dans une sorte maintenant d'équilibrisme un peu incertain. Je deviens funambule en espérant, vraiment en priant que je retrouve des histoires et que je garde l'affection, surtout l'intérêt de mon lectorat pour mes romans, parce que j'ai fait flic parce que je voulais être utile à l'autre. C'est une sorte de névrose, hein. C'est-à-dire que comme je m'apprécie pas beaucoup, j'ai besoin du regard de l'autre pour exister. Donc j'ai fait flic pour cette raison-là, pour être utile à l'autre. Et j'ai poussé ma névrose à son point culminant. Je suis devenu auteur. Alors là, c'est carrément le maximum de ce qu'on peut faire. Si j'ai pas de lecteur, j'existe pas. Si j'ai pas de lectrice, j'existe pas. Donc maintenant, voilà, je suis totalement pieds et poings liés à ce lectorat. Et donc, autant vous dire qu'il y a une grosse dose de stress et que pour l'instant, j'ai dans la tête les 2 prochains romans et j'espère que ça va continuer comme ça parce que oui, maintenant, ça y est, j'ai plus de parachute. Je suis devenu un romancier ou un auteur, je sais même pas comment ça s'appelle. Je suis devenu un raconteur d'histoire. Alors, Coste, il est né il y a 9 ans, donc en 2013. En tout cas, pour sa publication, est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va avoir une longue vie maintenant que la trilogie est devenue une tétra? Alors, je ne sais pas si ça va continuer longtemps, je peux juste dire que ça va continuer pour un autre épisode. Et il y a dans le roman 2 petites phrases que vous pourrez trouver qui racontent presque la suite des aventures de Coste. Il vous suffira de les trouver, mais à un moment donné, Coste se pose une question qui est tout à fait judicieuse. Il se pose une question et la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, sera la suite des aventures de Coste. C'est dans le bouquin, ça apparaît 2 fois. Il y a donc 2 mentions qui sont faites de la suite des aventures de Coste, mais faut tomber dessus, il faut les trouver, il faut avoir l'œil acéré. Ok, on va le reprendre. Alors, comment est-ce qu'il a évolué, Coste, en 9 ans? Parce que finalement, c'est sa quatrième aventure. Il a affronté, j'ai envie de dire, il a mené des enquêtes qui n'avaient pas grand-chose à voir à chaque fois, hein. Vous avez Non, été, jamais, jamais, voilà. surtout jamais. Alors justement, comment est-ce que lui, psychologiquement, et comment est-ce que vous l'avez mené sur le long terme? C'est hyper intéressant de reprendre un personnage qui existe parce qu'il est épais. C'est-à-dire que j'ai écrit 1500 pages déjà sur le Capitaine Coste, donc trois opus en gros de 500 pages. Donc, il a son vocabulaire, il a sa grammaire, il a sa manière de réagir. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il vit sans moi, mais en tout cas, il est tellement dessiné, il est tellement brossé qu'il y a des réactions qu'il ne peut pas avoir, des attitudes qu'il ne peut pas avoir. Coste, je le connais par cœur, je sais exactement comment le faire parler. Ça n'a pas empêché un certain stress. Le stress de quels vont être ses premiers mots, quelle va être sa première phrase. Et ça, c'est quand même très, très, très excitant de reprendre un personnage qui a ses codes, qui a ses règles et avec lequel je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc Coste, on l'a abandonné méchamment détruit par ce drame qu'il a vécu dans le 3e épisode. Donc il fallait qu'il ait une carapace sur lui, lourde de 6 années, parce que ça fait 6 ans qu'il a disparu. Donc, il a une carapace qui est très, très, très épaisse, une carapace qu'il n'a aucune envie de faire tomber. D'ailleurs, à Saint-Pierre, il est considéré comme un ours solitaire, mais tout va bien parce qu'à Saint-Pierre,
Des ours, il y en a pas mal, parce qu'il faut quand même voir que le Saint-Pierre et la Saint-Pierraise est un mélange génétique de quart de breton, quart de normand, quart de basque et quart d'irlandais. C'est pas le genre de personne que vous voulez avoir à dos, c'est pas le genre de personne que vous allez titiller ou embêter. Et ben, Coste se fond parfaitement dans ce caractère-là. C'est un ours. Et quel est le point commun de tous les ours? Bah, c'est que quand on gratte un peu, derrière, il y a un cœur énorme. Et il y a généralement quelqu'un qui est prêt à donner sa chemise pour vous, pour peu que vous lui ayez montré euh, amitié et loyauté. Il y a derrière chaque ours un ami, un frère ou un soldat loyal. Coste, c'est ça. Donc, Coste, il a son armure, il n'a aucune envie de la laisser tomber. Tout le monde a vu quelle était son armure et personne ne vient l'ennuyer parce qu'on n'emmerde pas un ours solitaire. Mais malheureusement, cette jeune femme, Anna, va arriver. Et elle aussi, elle a été retrouvée prisonnière dans un cachot, dans une maison abandonnée. On sait qu'elle y est depuis 10 ans. Donc vous imaginez qu'elle aussi, elle a une carapace énorme. Et quand Coste et elle se rencontrent, évidemment, c'est un choc. Ça ne se comprend pas, ça ne se parle pas. Et à peine ils se rencontrent que déjà ils se rentrent dedans. À peine ils se rencontrent que déjà ils savent que ça va pas marcher. Ça peut pas marcher. Coste ne peut pas demander à cette jeune femme de retourner dans ce cachot pour lui raconter ce qui s'est passé pendant 10 ans, dans l'espoir peut-être de trouver un indice pour arrêter ce salaud, sans que lui aussi ne fasse pas tomber son armure. Et donc, pendant quelques jours, ils vont se tourner autour, ils vont essayer de s'adopter et ils vont accepter enfin de baisser leurs armures. Mais pour lui comme pour elle, quand on baisse son armure, eh bien, bah, le cœur est à découvert et c'est à savoir qui va être blessé parce qu'obligatoirement, il va y avoir des blessures, il va y avoir des retournements de situation complexes. Et plus vous allez vous rapprocher de la vérité et plus vous allez réaliser que vous en êtes tellement loin, mais tellement, tellement loin. C'est dur. Alors, l'isolement aide, n'est-ce pas, à ce dévoilement. Comment est-ce que vous êtes tombé sur Saint-Pierre? Vous avez mis le doigt sur une carte, vous avez cherché l'endroit le plus loin du monde dans une encyclopédie, c'est comment? Non, pas du tout. C'était un repas de Noël où toute la famille était réunie et ma sœur me dit on parle de tout et de rien. Hein, c'est Noël, on a bu 5 coupes de champagne, autant vous dire que les conversations n'ont ni queue ni tête. Et à un moment donné, allez savoir pourquoi, on parle des endroits sur lesquels, ces bouts de cailloux sur la planète sur lesquels on a été, les endroits qui nous ont marqués, qui nous ont touchés. Donc, chacun y va de son histoire. Et ma sœur me parle de cette île de Saint-Pierre sur laquelle elle a travaillé il y a 25 ans à l'époque. Donc maintenant, plus 6 ans, il y a 31 ans, où elle était monteuse vidéo pour Saint-Pierre et Miquelon, la première, donc la chaîne de Saint-Pierre et Miquelon. Et elle me parle donc de cette île. Elle me parle de la nature boréale, qui est une nature qu'on ne connaît pas en France. Hein. C'est une nature qui est contrariée par les éléments. Je pourrais vous la décrire, mais il serait presque mieux que je relise ça parce que je ne pourrais jamais vous la décrire aussi bien qu'en ayant passé 3 heures à essayer de trouver les bons mots. Vous pouvez aussi regarder sur mon Facebook à la même période, c'était donc en juin, juillet, août, septembre, octobre. Vous avez plein de photos sur mon Facebook qui vont vous montrer ça, ou alors tapez Saint-Pierre sur un moteur de recherche. Mais elle me parle surtout donc de cette nature que personne ne connaît, d'un endroit en France où il y a des dauphins, des baleines, des goélands, des phoques, des aurores boréales. Se dire qu'on a ça en France, c'est quand même assez fou. Et moi, j'adore par-dessus tout placer mes histoires en France. J'aime pas trop les bouquins qui commencent quand on est français, qui commencent nous sommes à Boston, à Brooklyn ou à New York. Bah quoi, t'as un problème, gars? C'est quoi ton souci? Enfin, la France est magnifique. On a absolument tout ce qu'on veut. Et même si tu veux des aurores boréales, on en a même à Saint-Pierre. Donc il y avait cette nature inconnue. Il y avait cette île que je ne connaissais pas. Je ne vais pas dire qu'elle est inconnue, hein, parce qu'elle est connue de tous les Saint-Pierrais. Il y avait cette île que je ne connaissais pas. Et surtout, elle me raconte les brumes de Caplan. Et je note, il y a maintenant, près d'une dizaine d'années, enfin non, il y a 6 ans maintenant, je note ça sur mon calepin, Saint-Pierre, des brumes, on tend sa main, on ne voit pas, on tend son bras, on ne voit pas sa main, et je me dis, et je marque comme ça, un polar à l'aveugle, point d'interrogation.
et je mets ça de côté. Ça fait partie de mes cinquantaines de carnets que vous voyez derrière moi, sur lesquels je note constamment tout ce qui pourrait être le bon début, soit d'un bon dialogue, soit d'une bonne scène d'action, soit d'une bonne répartie, ou soit carrément d'un sujet de roman. Donc je note ça dans un coin. Et c'est une partie du puzzle que je mets de côté. Et puis arrive donc le fameux service de police, le service de protection et de repentir des témoins. Et arrive Coste obligatoirement. Et puis là, ça y est, j'avais mon attelage. Je n'avais plus qu'à faire tous mes petits Bristol, à mettre en place mon histoire, prendre mon sac à dos et partir là-bas pendant 3 mois pour aller y vivre parce que je suis un très très mauvais inventeur. J'imagine très peu. J'ai besoin de vivre les choses, de les goûter, de les sentir, de les toucher pour pouvoir vous les retranscrire le plus fidèlement possible. Et elles le sont, on a tous envie d'y Merci. aller finalement. Euh, donc rendez-vous à Saint-Pierre avec Olivier Norek, ça sort aujourd'hui en librairie, plus la trilogie qui a été rééditée, pareil, chez Michel Lafon, Ouais. en espèce de bon format aussi, 1500 pages, ouais, je ne l'ai pas Oui. sous la main. Et non, moi non plus, je ne l'ai pas sous la main, je l'ai déjà offerte. Bon, elle est très belle, elle est repérable, mais on peut lire de toute façon Les Brumes de Kaplan sans avoir lu la trilogie. Tout à fait. Voilà, c'est pas. Donc, on y va. Et puis, je vous laisse parce que tout le monde va vous attendre, le public, les blogueurs. C'est parti, c'est le jour de la sortie. Ouais, c'est Merci le jour de la beaucoup. sortie, il faut que je réponde à tout le monde et c'est un vrai bonheur de répondre à tout le monde, mais je ne suis pas couché encore. Merci beaucoup, Olivier Norek. À Merci bientôt. Julie, à bientôt.